Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session sur les portfolios. Aujourd'hui, on va s'intéresser à construire son portfolio. Encore une fois, Manuel et Nathalie vous ont préparé toute une présentation qui devrait vous éclairer et vous égayer, je l'espère, sur cette partie-là. On se retrouvera pour une troisième partie sur la gestion du portfolio très prochainement. Encore une fois, n'oubliez pas, tous les replays sont présents dans YouTube et vous avez des ressources qui ont été créées en lien avec l'ensemble des informations que vous allez voir aujourd'hui. Donc je vous invite à découvrir ça dans la description de cette vidéo YouTube. Donc Manuel, Nathalie, je vous laisse nous présenter le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la réalisation. Effectivement, on va proprement parler du portfolio. Alors, on avait fait la partie démarrage qui peut être intéressante pour toutes les personnes qui se posent des questions sur l'avant et notamment sur leur carrière. Donc, vous pouvez regarder cette première partie, même si vous avez déjà un portfolio, ça peut vous apporter des éléments sur votre évolution future. Aujourd'hui, on va vraiment on va rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation. Alors du coup, voilà la partie donc réalisation. Tout d'abord, dans un projet UX, donc on va pas se lancer directement dans le design, donc dans la partie visuelle, on va se concentrer d'abord sur la partie des études de cas et comment on va les raconter. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une étude de cas ? Une étude de cas, c'est ce qui vous permet de mieux présenter finalement vos projets. La dernière fois, je parlais des portfolios qui se contentaient de montrer des visuels. Alors, comme on le faisait il y a quelques années, quand on avait des portfolios de photographes ou autres, il y avait juste le visuel sans finalement explication. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, d'expliquer son projet, de dire d'où il vient, par quelle étape il est passé, ce qu'il a donné en sortie, et tous les éléments qui sont nécessaires pour l'expliquer, notamment vous, votre participation en tant que UX quelque chose, designer, researcher, product, writer, votre apport sur le projet en plus particulier. Et en écrivant finalement l'étude de cas, ça va vous permettre de réfléchir au projet, d'évaluer vos objectifs, ça va établir vos méthodes, ça va donner finalement de la matière à discuter aussi lors de vos entretiens futurs via votre portfolio. Les études de cas, vous allez voir, on les a découpées en 7 étapes. Tout ce que vous mettrez dans ces différentes étapes ne sera pas forcément reporté directement dans le portfolio public, mais beaucoup de choses vous apporteront de la matière, comme je vous disais, pour les discussions avec les recruteurs et vos futurs pairs. Voilà, les 7 étapes, on va voir, on va faire un petit résumé de ce qu'est le projet avec le nom de la société. Alors n'oubliez pas une petite chose importante, c'est que si vous travaillez sur des sociétés connues, Airbus, L'Oréal, Payfit, ça va, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de détailler. Si par contre vous travaillez sur un petit truc assez obscur qui n'est pas très très connu, il faudra quand même un petit peu préciser qui est l'entreprise et ce que fait le produit. Et enfin, on va voir donc quels étaient aussi les principaux problèmes relevés au départ. Ça va être finalement la raison d'être du projet. Donc c'est d'où il part, il y a une problématique qui s'est relevée, on vous a embauché pour travailler sur un projet, vous êtes déjà dans une boîte, vous travaillez sur un produit existant, donc il y a des problèmes, on veut arriver à des résultats, donc vous détaillez finalement les éléments de cette problématique, et en détaillant aussi, est-ce que la problématique posée au départ finalement a évolué, et toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'identification de ce problème. Donc le changement de la problématique, est-ce que ça a évolué en bien ou en mal, et qui étaient les personnes impliquées, ça c'est des éléments que vous pourrez garder à l'oral lors de vos entretiens, peut-être pas besoin de les mettre dans votre portfolio final, mais notez-les quand même dans vos fiches projets, études de cas que vous garderez bien au chaud dans un coin pour construire votre portfolio final. Le point suivant qu'on a, c'est la cible et les utilisateurs. Donc il faut définir en disant il y a un projet, et, à qui il s'adresse, qu'est-ce que font ces gens, qu'est-ce qu'on veut leur vendre ou leur proposer, et aussi toutes les recherches que vous avez réalisées pour mieux les connaître. Parce que vous pouvez arriver sur un projet où on vous dit il faut modifier l'outil pour les experts comptables. Vous avez une cible identifiée qui sont des experts comptables, mais si vous êtes sur un site peut-être de e-commerce, vos utilisateurs, c'est peut-être un petit peu de tout et n'importe quoi. C'était une anecdote, j'avais eu un entretien au Bon Coin, et on m'avait dit, nous, notre public, c'est la France entière. Donc la France entière, c'est un public très très large, donc là, il y a quand même pas mal de recherches à mener, donc il va falloir finalement donner votre identification de cible. On va parler du coup du rôle, donc qui a travaillé sur le projet, combien de personnes, donc à distance ou en présentiel, quel était surtout votre rôle.
Ça, c'est super important. Et comment vous avez collaboré avec le reste de l'équipe. Donc, pendant combien de temps avez-vous intervenu sur le projet? Donc, il est toujours important justement de préciser votre rôle. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de devoir recruter quelqu'un et on regarde donc les CV, les portfolios. Et ensuite, ça nous arrive de flasher sur un projet. Et au moment de recevoir la personne pour un entretien, on se rend compte qu'en fait, c'est pas la partie sur laquelle elle a travaillé sur le projet. Du coup, ça peut créer voilà des pertes de temps ou des incompréhensions. Donc, c'est vraiment important pour vous déjà pour mettre en avant ce que vous avez fait dans le projet, de le bien le préciser. Oui, c'est vrai que le détail de ce qui va venir après, ça sera vraiment plus votre partie à vous, hein. D'ailleurs, les points aperçus du projet, problématiques, cibles, les rôles, peuvent être à la fin synthétisés finalement sur une page. Et par contre, tout ce qui va venir après, les périmètres, les process, c'est pas la peine de raconter tout le détail, par exemple, de ce qu'a fait l'équipe développement ou l'équipe architecture réseau. Ça, c'est pas, ça rentre pas en compte, on s'en fiche. Ce qu'il faut vraiment, c'est vous-même, et si vous avez fait une intervention assez courte sur un projet beaucoup plus long, bah, vous pouvez détailler le projet et dire bah, moi je suis intervenu sur cette partie spécifique et vous raconter cette partie spécifique. Qu'avez-vous fait donc la partie majeure, donc c'est donc la partie importante donc, dans votre rôle de ce que vous avez pu travailler. Si vous avez travaillé par exemple de l'UI ou si vous avez travaillé par exemple la partie recherche, ça va être important justement de mettre en avant dans cette étude de cas vraiment la partie sur laquelle vous avez été le plus de responsabilité, on va dire. Ça sera important vraiment de détailler ce que vous avez fait. On va comparer ça à une recette de cuisine. Moi, c'est vrai que je reçois souvent des portfolios où les gens, en fait, ils me donnent les ingrédients. Alors, ils me disent, j'ai fait un gâteau, alors j'ai mis 3 œufs, 250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de chocolat, et c'est tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous me disiez, j'ai fait des interviews utilisateurs, j'ai fait des personas. Il faut vraiment me raconter la recette. Donc vous me dites, j'ai interviewé 10 personnes avec tel profil, et il en est ressorti les irritants suivants. Donc là, vous listez vos irritants, et après, vous en découlez derrière ce qui en découle. Donc c'est comment finalement vous avez traité ces irritants, vous en avez décliné des personas qui avaient tel profil, il a fallu améliorer le user flow pour faciliter tel élément finalement du projet. Il faut vraiment raconter ça comme une recette de cuisine. Vous dites je bats mes œufs en neige, je rajoute le sucre, il faut que ça soit bien mousseux, etc. etc. Ne vous contentez pas de faire une liste de recettes parce que globalement, oui, si vous êtes designer, je dirais multicarte, je sais, oui, que logiquement, vous faites voilà, des interviews utilisateurs ou des user flow ou des mock-ups, mais il faut que ça aille plus loin. Sinon, moi, généralement, ce genre de portfolio, j'y prête pas trop attention et ils partent plutôt à la poubelle. Ouais, c'est exactement ça. Ça reste un peu en surface, donc c'est justement le point suivant, justement les résultats. Est-ce que vous en avez appris? En fait, c'est intéressant justement à chaque étape de pouvoir vous rendre compte déjà les insights que vous avez pu en tirer et surtout aussi de voir les résultats plutôt juste une méthodologie et surtout aussi de comprendre vous ce que vous en avez tiré, ce que ça a pu vous apprendre, ce que vous améliorerez par exemple si vous devriez refaire le projet et qu'est-ce que vous aurez dû prendre en compte. Donc c'est sur la partie les résultats de comment les présenter justement. Voilà, et ça c'est des choses que vous pourrez aussi exprimer à l'oral, alors sachant que les résultats, ce que vous en avez appris, c'est pas forcément sur le projet en lui-même, hein. Si vous êtes prestataire sur un projet, il y a quand même de fortes chances pour que vous ne sachiez pas finalement ce que ça donne une fois que c'est mis en production, et donc comment ça va être ressenti par les utilisateurs cibles. Par contre, vous pouvez avoir vous expérimenter des choses, dire ça m'a permis d'expérimenter finalement un nouveau type de business. Je travaillais beaucoup dans la banque et puis là je suis passée sur le monde du médical, donc bosser avec des médecins ça a changé beaucoup de choses. Ou vous pouvez dire ça m'a permis de travailler avec une structure squad plutôt que des équipes projets classiques. Où vous êtes monté finalement en compétences sur la recherche utilisateur parce que avant vous en aviez fait, mais globalement il y avait des utilisateurs identifiés. Là, il a fallu que vous alliez à la pêche pour les trouver vous-même. Voilà, donc c'est pas forcément sur le produit à la sortie, mais sur aussi vous, tout au long du projet, ce que vous avez appris personnellement et en quoi ça a augmenté finalement vos compétences. Exactement. Et là maintenant, Nathalie, on va te demander, mais comment justement rédige une étude de cas? Excusez-moi.
Finalement, on reprend tous les points qu'on a racontés. Donc voilà, l'aperçu du projet, la problématique, la cible, son rôle, les périmètres, et puis après le processus et les résultats. Donc j'ai fait une fausse présentation là d'un super produit qui s'appelle Logo Ipsum. Donc Logo Ipsum, un service de banque d'images interne visant à simplifier la distribution des visuels au sein des entreprises. Leur besoin était de faciliter la prise en main de l'application par des non-experts. Donc ce projet s'est concentré sur la simplification de l'application pour des utilisateurs occasionnels. Il s'est déroulé sur 6 mois avec une équipe de 6 personnes et j'étais la seule UX du projet. Voilà. On a bien synthétisé finalement notre aperçu, la problématique, la cible et mon rôle. Et enfin, on va pouvoir rajouter des visuels. Donc l'idée, moi, ce que j'aime faire aussi quand je travaille sur un projet, c'est de commencer à récolter en fait des petits visuels tout au long du projet, que ce soit voilà des croquis, que ce soit des wireframes, que ce soit des user flows, tout ce qu'on va commencer à le réaliser même en parallèle, de commencer à le mettre sur un dossier, parce que peut-être que vous allez réaliser votre portfolio dans 6 mois, et du coup, bah, c'est quand même intéressant de commencer à préparer vos fichiers à l'avance. Et justement, bah, quand il est nécessaire, insérer justement des visuels pour montrer un peu, mettre en valeur vos compétences ou les processus que vous avez mis en place. Ça peut être intéressant aussi pour montrer vos soft skills. Si vous savez aussi faire des super croquis, des choses comme ça, c'est aussi le moment de le montrer. Et si vous avez réalisé des ateliers, vous pouvez mettre aussi des photos. Si vous avez réalisé des sketchs, enfin, c'est le moment aussi de tout mettre en avant. Sans noyer non plus les gens. Ouais, c'est ça, justement. C'est justement assez des fois difficile de juger si on met trop de visuels, pas assez de visuels, trop de texte, pas trop de texte. L'idée, c'est qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà dans un portfolio, sur Internet, généralement, on lit pas. Et par exemple, si vous allez recevoir 20 candidatures, vous allez recevoir donc une vingtaine de portfolios. Si vous passez déjà 5 minutes sur un portfolio, c'est déjà énorme. Donc en fait, le plus intéressant, c'est de mettre le moins de texte aussi possible, quelques lignes pour suggérer vos idées, montrer là où vous voulez en venir. Mais l'idée, ça va être de rendre le portfolio assez vivant et assez intéressant pour pas qu'on ait besoin de lire, parce que les gros paragraphes, généralement, on les jump et au final, on loupe une grosse partie de la présentation. Donc voilà, ça va être une grosse partie donc de pouvoir mettre en avant ces idées sans avoir besoin de tout écrire. Je sais que souvent on a besoin de tout raconter, ça sera peut-être l'occasion de le raconter quand on sera lors d'un entretien. Voilà. C'est vrai que moi, quand je reçois un portfolio, finalement, la première chose que je fais, c'est que je le balaye. Et je vois ce que j'en comprends, ce que j'arrive à en retirer, rien qu'en le balayant. Donc il faut impérativement jouer sur une fois que vous faites votre version finale, il faut jouer sur votre structure, il faut jouer sur la typographie. Donc faites pas des titres qui soient juste recherche utilisateur, mais mettez la recherche utilisateur s'est portée sur 6 personnes cibles et a donné les résultats suivants. Ça, c'est vachement plus intéressant. Donc voilà, moi je balaye et je vois ce qui en ressort, et après je me dis ok, j'ai plus ou moins compris et ça m'a l'air de m'intéresser, donc là je reviens dessus et là je commence à lire un petit peu les détails. Mais si l'entrée de jeu, j'ai l'impression que c'est trop synthétique, c'est trop liste de courses, la fameuse liste recette comme je disais tout à l'heure, avec des textes énormes ou des textes inexistants, des visuels qui sont vraiment de mauvaise qualité, je vais vraiment pas plus loin. Ouais, pas trop de visuels non plus, parce que justement au final on perd un peu aussi l'information. Donc c'est justement, on vous a montré un peu une façon de procéder pour justement avoir une lecture assez agréable, qui a un petit peu de visuel, un petit peu de texte, et que ça peut être assez agréable à lire. Donc là, pour nous, la solution qu'on vous présente la plus adéquate, c'est la 3e. Voilà. Si par exemple vous faites l'ensemble des interfaces d'une application qui a 50 écrans, mettez pas les 50, mettez-en 2, 3, 4 qui soient un petit peu représentatifs de ce que devient l'application au final, parce que avoir les 50, de toute façon ça ressemble à rien, et faites pas non plus l'erreur de mettre des liens en cours. C'est tout est sur Figma, enfin vous pouvez le mettre, mais moi généralement j'y vais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui y vont. Ouais, moi non plus, j'avoue. Voilà, il y a d'autres erreurs à pas faire. Alors mettre vos interfaces au sein d'un mock-up, alors visuellement c'est très joli, mais généralement ça réduit énormément l'espace de visualisation du mock-up en question, au milieu des plantes vertes et des machins. On n'est pas sur Instagram, quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas le rendu dans un iPhone ou dans un iBook, un iMac, un n'importe quoi, mais vraiment l'interface en elle-même. Et même chose pour les mock-ups isométriques. Chaque fois que j'en vois ma réflexion tout de suite, c'est que la personne est allée chercher finalement une image random quelque part pour faire joli.
j'ai jamais la sensation que c'est le rendu de ses propres mock-ups. Donc évitez totalement. Ça c'est bien, ça a été fait, mais il faut plus le faire. C'est assez facile aujourd'hui, il y a plein de plugins pour faire des mock-ups très rapidement, donc oui c'est joli, mais en fait ça apportera rien de plus à votre projet. Puis ça oblige à se pencher la tête comme ça pour avoir. Et enfin, comment illustrer du coup vos états de cas? Il y a plein de solutions. Donc ça soit même pour les researchers, pour les UI designers, il y a vraiment plein de parties qu'on peut mettre en avant, que ce soit voilà des analyses, des chiffres clés qu'on peut mettre justement bien en avant, peut-être en les mettant un peu plus gros, des journey maps ou des personas, ou même si vous avez justement, vous avez travaillé lui, peut-être des wireframes ou des maquettes vraiment plus améliorées. Vous avez même peut-être une petite vidéo de l'animation de votre prototype pour rendre la page un peu vivante. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vraiment quelle partie du projet vous avez envie de mettre en avant. Si c'est plus dans la recherche, on va se concentrer sur sur toute la partie journey map, les personas, les chiffres clés. Et si on est plus dans le UI, dans le partie graphique, on va mettre en avant plus la partie du prototype. Voilà, mais normalement, voilà, c'est vrai que la question se pose souvent de la part des UX researchers qui est oui, mais moi j'ai rien à mettre en avant. Si vous avez, si vous mettez vos résultats de recherche sur des post-it avec les principaux résultats, prendre une photo de ça, ça peut être voilà les mots des utilisateurs. Moi je sais que je l'utilise pas mal, je prends 5-6 post-it vraiment clés. Je peux les mettre en photo pour illustrer, et puis d'autres éléments voilà, d'insight qui peuvent illustrer parfaitement votre portfolio de UX Researcher. Ouais, on a vu même des idées aussi qui étaient intéressantes. C'est même des verbatims de vos collègues en fait avec qui vous avez travaillé sur le projet qui peuvent vous dire voilà telle personne a fait ça sur le projet, ça s'est bien passé. Ça peut être super intéressant de mettre en avant aussi comment vous êtes au sein d'une équipe. Donc c'est des petites idées qui sortent un peu du cadre du simple projet quoi. Tout à fait. Et maintenant, du coup, Nathalie. Bah oui, maintenant. Et en fait, on va pouvoir structurer le portfolio au propre. Donc l'idée, c'est de présenter un index au départ en disant voilà le nombre finalement d'études de cas que je vais vous proposer. Moi, je trouve c'est intéressant parce que des fois, c'est vrai qu'il y en a, je navigue dedans, donc ça commence par le projet 1. Il y a des fois, on passe au projet 2, j'en suis même pas rendu compte parce que c'est mal indexé. Du coup, de départ, je sais pas trop ce qu'il y a. Donc là, vous faites un index, vous présentez effectivement vos 3, 4, 5 cas max, c'est pas la peine d'en faire un peu plus, avec un petit détail. Après, vous faites la page pour chaque projet, vous allez faire la page d'introduction, donc la fameuse, c'est quoi le projet, c'est quoi les irritants, le public cible, votre intervention, et puis après, donc le fameux détail, tout le process et les résultats qui en ont découlé. Donc maintenant, voilà, vous avez rédigé vos contenus, vous avez vos visuels, vous allez pouvoir construire. Mais essayez pas, dès le départ, l'erreur généralement fatale qu'on fait, c'est de se dire alors, il faut que je fasse un portfolio, quel look je lui donne, niveau graphique. C'est exactement comme en UX, c'est comme si vous arriviez dans un projet et qu'on vous dise tu vas faire les maquettes tout de suite, là maintenant, sans rien, sans entrée. Non, il y a une réflexion qui se mène en amont. Une fois que vous aurez tous vos contenus, content design first, vous pourrez réfléchir finalement au look que vous allez donner à votre portfolio. Et du coup, dans les petits détails qui vont faire aussi la différence dans votre portfolio, ça va être par exemple de jouer avec la variété dans la mise en page, tout en gardant par exemple votre design de base. Vous pouvez varier la mise en page pour essayer de maintenir l'attention du lecteur. Les espacements aussi, aérer vos présentations pour que ça soit assez lisible et assez agréable à lire. N'essayez pas du tout de tout mettre sur une ou deux pages, vous y gagnerez vraiment en clarté. En lisibilité, utilisez aussi des polices lisibles, ne créez pas avec encore en 12 pixels, trop petits ou trop gros. Évitez les polices carnaval, par exemple, parce que ça fait un peu, trop, on va dire, trop, et surtout, vérifier les contrastes. Ne mettez pas de couleurs donc trop criardes ou fluo qui vont des fois perdre un peu la lisibilité. Et surtout, en tant que UX designer, si vous perdez toute la partie accessibilité, vous allez direct avoir un super pain point sur votre portfolio, quoi. Niveau alignement aussi, donc essayez d'aligner le contenu de façon assez linéaire pour montrer votre sens de l'organisation. Et surtout, on sait que quand on construit par exemple même que ce soit un site internet ou juste comme ça, on se base aussi sur des grilles. Si on voit que déjà là vous respectez pas les choses, ça va aussi vous mettre pas forcément en avant. La hiérarchisation, je vais y arriver. Donc utilisez aussi différents types de tailles et de jeux de police pour hiérarchiser vos contenus.
Je vais avoir du mal à le prononcer ce mot. Et au niveau, Hiérarchisation. ouais, c'est ça. Et au niveau des animations, alors là, c'est à vous de voir en fait. Vous pouvez en mettre un petit peu des fois dans votre portfolio si vous êtes vraiment dans la partie motion designer ou UI designer et que vous avez vraiment envie de mettre en avant cette partie de vos compétences. Mais évitez d'en mettre trop non plus parce que ça peut aussi vous jouer des tours et on va perdre en lisibilité. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez et de juger aussi quoi. On évite les introductions un petit peu bullshit, j'ai la passion du pixel perfect, voilà, je suis au service de l'utilisateur. Oui, effectivement, vous êtes un UX designer, vous êtes censé être au service de l'utilisateur, donc essayez peut-être des choses un petit peu plus originales. Bon, évitez les fautes d'orthographe, en faites-vous relire. D'ailleurs, faites-vous relire, faites réviser votre portfolio par des personnes extérieures qui vous donneront un premier avis, voir ce qu'ils en comprennent. Évitez les liens non fonctionnels, ça je l'ai eu encore la semaine dernière. Quelqu'un qui envoyait un CV avec du texte, un CV PDF avec du texte qui n'était pas sélectionnable et pas cliquable. Il a fallu que je retape le lien de son portfolio à la main. Heureusement que c'était une URL courte, hein, mais ça c'est quand même... voilà, ça c'est rédhibitoire. Mettre, voilà, comme on l'a dit, hein, que des photos et pas de processus. Et puis peut-être aussi à l'inverse, mettre que du blabla et pas de photos. Et aussi mettre des photos de bonne qualité, hein, éviter les trucs repris en photo posés sur un coin de table en 72 dpi. Trop de texte, pas assez de texte, ça on l'a vu, il faut que ça crée un équilibre. En fait, l'idée, ça serait, vous regardez vos différentes pages de portfolio, vous reculez voilà, de votre écran et vous regardez de loin et vous regardez finalement l'équilibre que ça donne. Si vous avez l'impression qu'il y a un gros tas de texte comme ça, c'est peut-être qu'il y a un petit peu trop d'écrit. Et aussi au niveau des cas des clients de vidéo, donc ça peut partir d'une bonne intention, mais au final, il faut vous dire que votre interlocuteur et votre lecteur, il aura pas le temps en fait de regarder toute la vidéo, donc il va louper une grosse partie du contenu. Aussi le manque d'histoire ou manque de contexte aussi quand on comprend pas trop où on en est arrivé là, pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on veut faire, bah ça risque de vous jouer des tours parce qu'au final l'incompréhension dans le doute, on va pas vous proposer un entretien. Trop de postes différents, c'est vrai que ça c'est à la fois ça peut être une force parce que vous allez être aussi polyvalent, mais en l'occurrence, si on va rechercher, voilà, si on recherche quelqu'un qui va être spécialisé dans la recherche, bah, on va prendre quelqu'un qui va être spécialisé dans la recherche. Et c'est ça que ça peut aussi vous jouer des tours. Donc, c'est à vous de comment voir comment vous allez pouvoir le présenter et le mettre en avant. Donc, moi, la polyvalence, c'est un point qui a toujours mis, on va dire, mon profil en avant. Mais il faut aussi savoir comment le présenter et comment voilà, le mettre en valeur, quoi. Et ensuite, voilà, donc, on va dire si votre portfolio, il faut aussi l'actualiser. Si vous avez un tas de projets il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ça peut aussi perdre le lecteur parce si par exemple ils vont commencer par regarder par la mauvaise partie de vos projets, bah on va avoir un mauvais aperçu aussi de votre travail actuel. Donc c'est quand même plutôt intéressant de justement laisser vos 2, 3, 4 derniers projets les plus récents pour montrer là où vous en êtes aujourd'hui. Ouais. Sauf si vraiment, comme on l'a dit la dernière fois, vous avez été l'UX designer à la création de, je sais pas, voilà, de PFIT, de Doctolib. Là, voilà, vous pouvez dire j'ai essuyé les plâtres sur ce truc qui est devenu effectivement costaud, avec le risque qu'on vous demande en fait pourquoi vous êtes parti. Il faudra argumenter ça. C'est vrai que le côté trop de postes différents, moi je le mettrais, on a reçu des portfolios de gens qui étaient freelance et qui du coup enchaînaient beaucoup de petites missions. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de petites présentations dans le portfolio. Alors c'est vrai que si les gens aiment les missions très courtes, ça peut le faire, mais après ça peut faire beaucoup de blabla dans votre portfolio. Ouais, c'est ça, va falloir surtout pouvoir le justifier aussi parce que des fois quand si on voit des personnes qui voilà qu'on fait 4 mois là, au bout d'un moment on se demande est-ce qu'il reste pas dans l'équipe pour une certaine raison, est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est son souhait, donc c'est aussi bien de le dire si c'est votre souhait de faire des petites missions par exemple. Voilà, bah du coup c'est vrai que si vous faites que des petites missions, hein, vous postulez pour une grosse, on va peut-être pouvoir se poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie de... Bah, nous typiquement on recrute, c'est la personne, les personnes on leur dit c'est minimum 6 mois, 1 an plutôt, voire plus, donc si vous préférez changer d'air assez souvent, c'est vrai que c'est pas non plus le plus idéal chez nous. C'est moi, alors résumons un petit peu, Nathalie. Ouais, les différentes sections. C'est ça. Alors dans la partie à propos, ce qu'on vous expliquait, du coup, c'est important donc de préciser votre rôle, donc qui vous êtes. Il faut être clair là-dessus déjà. Aujourd'hui, on va plus facilement recruter déjà un candidat qui va avoir le même mindset que nous et se dire qu'il va être un bon fit dans l'équipe que quelqu'un qui va avoir les compétences mais qui va pas être adapté à l'équipe.
enfin moi, je sais que c'est mon parti pris. Je sais que je préfère aider quelqu'un à monter en compétences et qui va s'adapter très facilement à notre équipe que quelqu'un qui a les compétences mais avec qui on va pas bien s'entendre. Donc c'est intéressant, c'est là que vous allez pouvoir présenter. Par exemple, moi j'ai une petite anecdote. Dans mon portfolio, j'avais expliqué que j'étais fan de sneakers et en fait le designer avec qui qu'on a commencé à travailler ensemble récemment, du coup ça a été un sujet de discussion et on a commencé à parler de sneakers et ça a créé un petit lien. Donc c'est voilà les passions, les objectifs, les compétences, toutes les choses qui font qui vous êtes aujourd'hui. Ensuite voilà, peut-être trouver une petite phrase d'accroche, c'est aussi le bon endroit si vous avez une partie de storytelling à raconter, un peu de quel était votre parcours, parce que comme on sait, les êtres humains on aime les histoires, donc du coup c'est aussi intéressant de pouvoir raconter voilà ce qui vous est arrivé, quel tournant vous avez pris et pourquoi et comment vous en êtes arrivé là. Et ça peut aussi interpeller aussi le lecteur. Après, vous allez passer au projet à proprement parler. Donc, on en a parlé, voilà, on les a évoqués tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir des projets qui soient complétés ou en cours de réalisation. Et la question pour les jeunes diplômés qui disent toujours, bah oui, mais moi, j'ai rien à montrer. Vous pouvez tenter des projets personnels, des projets de redesign de votre choix. On l'a montré la dernière fois lors de la présentation démarrage finalement du portfolio. C'est que vous pouvez trouver des idées de refonte un petit peu partout. Si vous utilisez une application ou un site web que vous trouvez très utile, mais avec des points mal fichus, vous pouvez faire votre propre redesign avec votre propre analyse en disant, bah voilà, moi j'utilise ça et j'ai toujours ce problème à tel endroit, c'est tel irritant, donc je propose de refaire de cette façon. Voilà. Donc des prototypes, des produits, si vous avez participé à des hackathons ou du travail bénévole, donc les projets, vous arrivez à en trouver. Si vous êtes jeune diplômé et que vous n'avez pas encore grand-chose à montrer, ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Et puis à la fin, on fait les petits bonus. Si on a fait des articles de blog qui ont été publiés à droite à gauche, si on a fait des conférences aussi, on peut en parler. Si on a donné des cours, si on a fait du mentorat. Voilà, des mentions dans la presse, des recommandations. Faut pas non plus que ça soit une liste qui fasse 15 km de long, c'est plutôt réservé aux gens qui sont dans des doctorats. Moi j'ai déjà vu des CV de doctorants, de maîtres de conf, où effectivement il y a une page complète, je dirais, de bibliographie avec toutes leurs publications. Non, faut pas aller jusque-là. Mais si vous avez écrit beaucoup d'articles, peut-être que vous avez un blog, donc mettez le lien de votre blog. Si vous avez écrit des articles finalement sur des plateformes type Medium ou autre, mettez-en un ou deux que vous estimez être significatifs. Pareil sur vos conférences, si vous en donnez 15 par an, c'est pas la peine de mettre l'ensemble de vos conférences, mettez peut-être les dernières qui sont les plus représentatives ou celles que vous estimez être les plus réussies. Exactement. Voilà, merci à tous. C'était la deuxième partie du coup de notre guide du portfolio. Et on vous donne rendez-vous pour la troisième partie où ce sera la gestion, c'est-à-dire une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait derrière, comment on distribue et surtout sur quoi on crée son portfolio, en ligne, pas en ligne, on se posera toutes ces questions. Merci Emmanuel. Merci Nathalie. C'est fait.